L'entendement observateur. Tout le monde sait et dit que celui qui observe sans idée observe en vain. Mais communément, on va chercher l'idée directrice trop loin de la chose, ou mieux à côté de la chose, comme un modèle mécanique. L'analyse de la perception nous a déjà préparé à déterminer la chose même par l'idée. L'idée étant armature, ou squelette, ou forme de la chose, comme les grands auteurs l'ont dit si bien. Cela serait plus clair par des exemples. Helmholtz, au commencement de son beau traité acoustique, conseille d'aller observer longtemps les vagues de la mer et les sillages des vaisseaux, surtout au point où les ondes s'entrecroisent. Or, pour l'observateur naïf, les ondes courent sur l'eau, en élargissant leur cercle, et remarquez que cela suppose déjà une conception qui ordonne les apparences, mais inexacte. Car si l'on considère attentivement d'après ce que chacun sait de l'eau dans les pompes ou dans les vases, l'effet produit par un corps solide immergé assez brusquement, on s'aperçoit que l'eau n'est pas repoussée mais soulevée tout autour, et aussi qu'elle ne peut rester ainsi en montagne, mais qu'elle redescend, produisant de nouveau le même effet qu'un corps qui y tomberait, c'est-à-dire soulèverait les parties voisines, soulevant les parties voisines, et ainsi de proche en proche, de façon que le balancement de l'eau est dans le sens de la pesanteur, tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du niveau. Il faut arriver par entendement à cette perception nouvelle qui ordonne mieux les apparences. D'après cela, percevoir aussi les croisements d'ondes et de mouvements se composant quelquefois jusqu'à laisser l'eau immobile en certains points. Mais ce repos doit participer, je dis pour l'œil, à ces deux systèmes d'ondes. Sans cela, vous ne percevez point de tout l'objet véritable, mais des apparences informes, comme au premier réveil, ou dans la rêverie paresseuse. Au reste, cet ordre doit être maintenu, à la moindre complaisance. Aussitôt tout se brouille selon la physique des enfants et des sauvages. Je le remarquai bien au lac d'Annecy un jour que sur le quai de Pierre, j'observais de belles ondes réfléchies. Et la chose n'était perçue dans sa vérité que par police d'entendement et vigilante. Dès que je laissais les ondes courir, la réflexion des ondes n'était plus que miracle. La loi s'effaçait en même temps que l'objet. Un autre exemple fera mieux saisir encore ce que sont ces idées immanentes, par lesquelles seule une claire représentation de la chose est possible. Les apparences célestes sont bien éloignées par elles-mêmes de cet ordre qu'on remarque dans un traité de cosmographie. Mais on se tromperait beaucoup si l'on pensait que les idées sont seulement dans le traité, comme un langage descriptif dont la chose perçue se passerait bien. Le mouvement des étoiles de jour en jour, le glissement de la Lune vers l'Est, le glissement plus lent du Soleil, les apparences de Vénus, tantôt avant le Soleil, tantôt après, le tour des autres planètes avec leur marche rétrograde, tout cela souvent caché par les nuages, toujours en partie invisibles par la lumière du Soleil, ne laisserait rien de net à la mémoire sans un système de formes invisibles par rapport auquel tout s'ordonne et se mesure. Je veux parler de cette sphère céleste, seulement pensée et posée, nullement existante, de cet axe du monde, de ses pôles, de ses méridiens, de ses équateurs, qui sont comme la voûte, les piliers et les arceaux de cet édifice. À quoi répond une autre géométrie de main d'artisan? Le gnomon, le cadran solaire, la lunette méridienne et son cercle divisé, sans compter le pendule, les montres et autres mécaniques, qui font voir clairement comment toute l'industrie et toutes les sciences concourent avec la géométrie pour la plus simple des observations. On voit bien alors quel immense travail les hommes ont dû continuer pour se représenter seulement les mouvements de la Lune. C'est encore par géométrie immanente, substantielle à la chose, que nous connaissons la Lune à sa distance, et le Soleil et les planètes et leurs mouvements. Par exemple, il a fallu changer les formes pour retrouver le mouvement des planètes, et percevoir enfin des apparences qui se tiennent, et non plus des apparitions fantastiques. Et cela conduit jusqu'à la gravitation, qui a le bien prendre n'est pas une construction extérieure aux choses du ciel, mais l'armature même de ces choses, ou plutôt la forme qui fait que ces choses sont des choses, et non de vains rêves, qui permet de les retrouver dans les apparences et enfin de s'y retrouver, comme le langage populaire le dit si bien. Mais considérons, sans viser si loin, l'exemple le plus simple. D'une pierre qui tombe, ce n'est qu'une ombre sur mes yeux, ou un frisson de mon corps si je ne sais voir. Mais la chute comme objet est tout à fait autre chose, car il faut alors que je me dessine le mouvement, la trajectoire, les circonstances,
ce qui ne peut se faire sans les formes que j'y pense, inertie, vitesse, accélération. À quoi m'aidera l'expérimentation, soit de chute ralentie, soit de chute mesurée. Mais cette méthode d'artisan ne crée point des formes. Au contraire, elle les suppose, ou bien elle n'est que tâtonnement aveugle. La chute des corps fut comme un mauvais rêve pour les meilleurs esprits jusqu'à Galilée, et l'on a assez dit que les expériences informes, surtout si on les multiplie, trompent encore plus que la chose toute seule. Et c'est le mal des statistiques, qu'elles paient l'entendement en fausse monnaie. C'est toujours par la considération de la chose et par l'effort suivi pour la percevoir seulement, pour se la représenter seulement que naissent ces rapports indivisibles, invisibles, pensées, posées, qui sont inertie, vitesse, accélération, force, inséparables. Mais essentiel à la perception d'une chute que la distance pensée est essentielle à la perception de cet horizon, de ce clocher, de cette allée bordée d'arbres. Le monde n'est point donné avant les lois. Il devient monde et objet à mesure que ces lois se découvrent, comme les deux étoiles fantastiques du matin et du soir se sont réunies en une seule Vénus, seulement sur la trajectoire keplérienne, non ailleurs. Ainsi, par les idées, le monde existe comme objet, et enfin l'apparence est apparence, comme l'ombre de cet arbre et l'ombre de cet arbre. Par le soleil et par toute l'astronomie et par toute l'optique. Si les ignorants ne parlaient pas mieux qu'ils ne pensent, ces rapports seraient mieux visibles. Le premier exemple des ondes dans l'eau est un peu difficile. Le second des formes astronomiques est meilleur et plus simple. Il peut arriver que le lecteur n'ait pas une connaissance très précise de ces formes qui donnent un sens aux apparences. Il faut dire que l'on n'observe jamais que ce que l'on a supposé. J'ai cherché de meilleurs exemples et qu'il ne soit pas nécessaire de serrer le cyprès. Les savants qui ont étudié les canaux de la planète Mars procédaient d'après une supposition, afin de la confirmer ou de la ruiner. Ce qui rend cette question assez difficile, c'est que l'on n'a pas assez saisi comment les idées donnent un sens aux apparences dans la perception. En général, un savant cherche l'univers à travers des idées supposées, que l'on nomme hypothèses. Le savant observe en somme à travers son propre esprit. Tout objet est d'abord supposé avant d'être constaté. Quand les observateurs vont observer une éclipse de soleil, ils forment d'avance des équipes dont chacune observera une seule chose, les uns la couronne, qui est l'atmosphère solaire, d'autres Vénus pendant le fort de l'éclipse. Ils savent où ils la chercheront. D'autres enfin observeront le vent de l'éclipse, c'est-à-dire un courant d'air qui se produit vers la fin et qu'on ne songerait pas à mesurer si on n'en avait pas formé d'avance le projet. Cet exemple est un des meilleurs parce qu'il est familier à ceux qui lisent les journaux avant l'éclipse. De l'acquisition des idées. Que toutes les idées soient prises de l'expérience, c'est ce qu'il n'est pas utile d'établir. Il n'y a point de pensée qui n'ait un objet. Quand on ne sera qu'un livre, et ce n'est pas un peu de chose qu'un livre, surtout ancien et réputé. Cet exemple fait voir qu'il y a deux expériences. Connaître une chose, c'est expérience. Connaître un signe humain, c'est expérience. Et l'on peut citer d'innombrables erreurs qui viennent du signe humain et qui y forment l'autre expérience, comme vision, superstition et préjugés. Et il faut remarquer aussi que nos connaissances les plus solides concernant le monde extérieur sont puissamment éclairées par les signes humains concordants. Il est impossible de savoir ce que c'est qu'une éclipse à soi tout seul, et même à plusieurs dans une vie humaine. Et nous ne saurions pas qu'Arcturus s'éloigne de l'ours si Hipparque n'avait laissé un précieux catalogue d'étoiles, en sorte qu'on pourrait dire que nous ne formons jamais une seule idée et que toujours nous suivons une idée humaine et la redressons. Nous allons donc aux choses armées de signes, et les vieilles incantations magiques gardent un naïf souvenir de ce mouvement, car il est profondément vrai que nous devons vaincre les apparences par le signe humain. Ce n'est donc pas peu de choses, je dis pour l'expérience, de connaître les bons signes. Devant le feu follet, l'un dit âme des morts et l'autre dit hydrogène sulfuré. Au souvenir d'un rêve, l'un dit message des dieux et l'autre dit perception incomplète d'après les mouvements du corps humain. Quant à l'homme de la nature qui va tout seul à la chose et sans connaître aucun signe, sans en essayer aucun, c'est un être fantastique qui n'est jamais né. L'homme réel est né d'une femme, vérité simple mais de grandes conséquences et qui n'est jamais assez attentivement considéré. Tout homme fut enveloppé d'abord dans le tissu humain et aussitôt après dans les bras humains. Il n'est point d'expérience qui précède cette expérience de l'humain. Tel est son premier monde, non pas monde de choses mais monde humain, monde de signes, d'où sa frêle existence dépend.
Ne demandez donc point comment un homme forme ses premières idées. Il les reçoit avec les signes, le premier éveil de sa pensée, et c'est certainement sans aucun doute pour comprendre un signe. Quel est donc l'enfant à qui on n'a pas montré les choses et d'abord les hommes? Où est-il celui qui a appris seul la droite et la gauche, la semaine, les mois, l'année? J'ai grand pitié de ces philosophes qui vont cherchant comment la première idée du temps a pu se former par réflexion solitaire. Êtes-vous curieux de connaître les idées du premier homme, de l'homme qui n'est jamais né? Le développement à la bonne heure, mais l'origine non. Et justement, je tiens ici une notion importante qui concerne le développement. Sans aucun doute, tout homme a connu des signes avant de connaître des choses. Disons même plus, disons qu'il a usé des signes avant de les comprendre. L'enfant pleure et crie sans vouloir d'abord signifier, mais il est compris aussitôt par sa mère. Et quand il dit maman, ce qui n'est que le premier bruit des lèvres et le plus facile, il ne comprend ce qu'il dit que par les effets, c'est-à-dire par les actions et les signes que sa mère lui envoie aussitôt. L'enfant, disait Aristote le sagace, appelle d'abord tous les hommes papa. C'est en essayant les signes qu'il arrive aux idées, et il est compris bien avant de comprendre, c'est dire qu'il part avant de penser. Le premier sens d'un signe, remarquez-le, c'est l'effet qu'il produit sur d'autres. L'enfant connaît donc premièrement le texte humain par mémoire purement mécanique, et puis il en déchiffre le sens sur le visage de son semblable. Un signe est expliqué par un autre, et l'autre à son tour reçoit son propre signe renvoyé par un visage humain. Chacun apprend donc de l'autre, et voilà une belle amitié. Quelle attention que celle de la mère qui essaie de comprendre son petit, et de faire qu'il comprenne, et qui ainsi en instruisant s'instruit. En toute assemblée, même rapport, toute pensée, et donc entre plusieurs et objets d'échange. Apprendre à penser, c'est donc apprendre à s'accorder. Apprendre à bien penser, c'est s'accorder avec les hommes les plus éminents, par les meilleurs signes. Vérifier les signes sans aucun doute, voilà la part des choses. Mais connaître d'abord les signes en leur sens humain, voilà l'ordre. Leçon de choses toujours prématurées, leçon de signes, lire, écrire, réciter. Bien plus urgente, car si ce ne sont point nos premières idées fausses que nous tirons peu à peu vers le vrai, nous pensons en vain, comme il arrive pour les merveilles de la technique, tout l'esprit est dans la machine, et nous restons sous. Des idées générales. Je ne donnerai pas une minute à un problème qui n'intéresserait que les disputeurs, mais il y a des hommes, et j'en connais, qui croient avoir beaucoup gagné vers le vrai quand ils se sont élevés, comme ils disent, à une idée générale. Or, je n'ai jamais compris ce qu'il est cherché par là, car ce qu'il y a à connaître, c'est certainement le vrai de chaque chose, autant qu'on peut. Il me semble donc que le mouvement naturel de l'esprit est de descendre des idées aux faits et des espèces aux individus. J'avais remarqué aisément outre cela que presque toutes les erreurs du jugement consistent à penser un objet déterminé, qui se présente d'après une idée commune à cet objet-là, et à d'autres, comme si l'on croit que tous les Anglais s'ennuient et que toutes les femmes sont folles. Et enfin, il m'a semblé que les théoriciens, dans les sciences les plus avancées, sont aussi ceux qui sont le mieux capables d'approcher de la nature particulière de chaque chose. Ainsi que Lord Kelvin expliqua des perturbations purement électriques dans les câbles sous-marins d'après la théorie purement algébrique des courants variés. Tout cela m'aidait à comprendre que les cas particuliers et les individus ne sont pas donnés à la pensée, mais plutôt conquis par elle, et non pas complètement. Que lorsqu'on dit que les enfants ou les ignorants en sont réduits à la connaissance des choses particulières, on parle très mal, car ils n'ont que des perceptions mal distinctes et ne voient pas bien les différences. Toujours est-il que lorsque je m'approche d'un être pour l'observer, je le vois d'abord en gros et de façon que je le confonde aisément avec beaucoup d'autres. Je vois un animal, un homme, un cheval, un oiseau. Même, souvent, j'essaie une idée puis une autre, me servant d'abord d'un mot puis d'un autre, ce qui est bien exactement pensé par le moyen d'idées générales, mais en cherchant toujours la perception particulière. De même, les anciens astronomes ont pensé la loi d'abord, lorsqu'ils ont supposé que les astres décrivent des cercles. Ensuite, ils ont supposé l'ellipse, c'est-à-dire une courbe plus compliquée, d'après quoi ils approchent de la trajectoire réelle, qui est beaucoup plus compliquée encore. Ces remarques sont pour rassurer le lecteur qui aurait le dessein de suivre les propositions du précédent chapitre concernant l'acquisition des idées, car il ira à renverser complètement les notions qu'il a lues partout, non pas chez les grands comme ne lit guère, mais chez les philosophes de cabinet. Sommairement, voici le dessein abstrait de toute acquisition d'idées. Le premier signe qui soit compris désigne naturellement tout, sans distinction de partie ni de différence, et à première idée, jointe à ce premier signe,
correspond à une idée très simple, très générale, comme être ou quelque chose. Le premier progrès dans la connaissance consisterait à apercevoir et à désigner deux parts dans le quelque chose, dont l'un serait par exemple maman et l'autre papa, ou bien Lélé, ou bien Loulou. Je cite ces deux mots enfantins parce que je l'ai remarqué que les petits Normands appellent le lait Loulou comme l'eau, au lieu que les petits Bretons appellent l'eau Lélé comme le lait. Et ces deux exemples font bien voir comment un mot sert d'abord pour beaucoup de choses, ce qui revient à dire que l'on va toujours d'un petit nombre d'idées très générales à un plus grand nombre d'idées plus particulières. Les linguistes auraient à témoigner là-dessus. D'après ces racines que l'on retrouve modifiées mais toujours reconnaissables en tant de mots différents, ce qui montre assez que le même mot a d'abord désigné beaucoup de choses, d'après les ressemblances les plus frappantes. Toujours est-il que les peuplades les plus arriérées étonnent les voyageurs par un usage qui se retrouve en toutes de donner aisément le même nom à des êtres qui se ressemblent fort peu. Au reste, l'ancien jeu des métamorphoses traduit assez bien une disposition à penser l'identique, disposition enfantine de l'esprit toujours soutenue par les mots, et sans doute les métaphores témoigneraient d'eux-mêmes. Mais halte là, ce sujet des métaphores offre aussitôt après de trop faciles remarques et des difficultés supérieures.